Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Préserver l'eau par tous les moyens, à l'aide d'applications connectées ou en réutilisant les ressources de l'aquarium. Vosges TV et 7 à Limoges nous dévoileront ces techniques déployées alors que l'été s'annonce sec partout en France. À 35 ans, on est grand. La preuve dans ce journal avec l'anniversaire du magazine automobile Auto Plus. Un événement symbolique et l'occasion d'en savoir plus avec Christophe Rigaud sur les coulisses de l'hebdomadaire bien connu des Français. Ils sont inséparables depuis leur rencontre il y a 6 mois. Moselle TV nous racontera aussi dans cette édition la belle histoire d'amitié entre Axel, un jeune homme sourd, et Rio, le chien qui l'accompagne dans son quotidien. Et puis, en fin de journal, la rédaction de Télé Grenoble nous en dira un peu plus sur un métier pour le moins parfumé, celui d'obtenteur de roses, une profession où l'hybridation se met au service des couleurs. C'est sûrement le sujet d'actualité qui fera la une de vos journaux cet été. La sécheresse est dans tous les esprits et inquiète à quelques jours des grandes vacances. Déjà plusieurs dizaines de départements sont placés en vigilance ou soumis à des restrictions. Un contexte qui pousse évidemment chacun à chercher des solutions pour économiser l'eau. Exemple dans les Vosges où un système d'irrigation connecté muni d'une intelligence artificielle vient d'être créé. Objectif diviser la consommation par 2. Un dispositif actuellement testé sur un parcours de golf. Explication d'Aurélie Colombel et de Denis Lequien pour Vosges Télévisions. L'eau, une ressource précieuse que des ingénieurs de la pépinière d'entreprise de Saint-Dié comptent aider à préserver grâce à leur invention. Un système d'irrigation connecté muni d'une intelligence artificielle. Il y a 2 étapes de l'apprentissage de cette IA. On a commencé à une collecte de données depuis 2020, donc on a créé notre dataset, notre base de données. Et puis au fur et à mesure qu'il y a de récoltes de données grâce à l'implantation du système chez les clients, cette base de données elle est de plus en plus et davantage enrichie par des données mais qui sont plus personnalisées. Exemple au golfe de Saint-Dié où une dizaine de capteurs ont été enterrés au niveau des greens, les seuls endroits arrosés du parcours, pour prélever les informations les plus précises possibles. En fait, là, vous pouvez voir le seuil de stress hydrique, limite actuelle sur le terrain et limite critique. Ce qui permet de démarrer de façon manuelle ou autonome l'arrosage qu'en cas de nécessité et ainsi réduire de 30 à 50% les quantités utilisées. Avec notre capteur que nous avons développé nous-mêmes, les données du sol, c'est-à-dire l'humidité du terrain, et l'évapotranspiration du terrain. Ensuite, nous prenons les données météorologiques que nous avons sur notre application. Grâce à ça, l'IA va corréler ces données. On peut du coup savoir l'irrigation et l'arrosage qu'il faut. On a remarqué que chaque green ne se comporte pas comme les autres. Pourtant, c'est le même support de terre. Alors, on n'a jamais exactement pile poil le même support de terre. Donc, ça permet, en fait, cette récolte de données a permis d'ajuster l'arrosage automatiquement. L'intérêt de ce système, c'est qu'il se met exactement dans la politique de la Fédération française de golf qui souhaite une gestion de l'eau intelligente et une transition écologique depuis plusieurs années. C'est génial, on a de bons résultats et ça devrait nous permettre encore d'économiser sur la gestion de l'eau. Au-delà des parcours de golf, l'hydrolora est développé à destination des terrains de sport et des agriculteurs. Il est d'ailleurs actuellement testé chez un maraîcher. Voilà, et des idées pour préserver la ressource en eau, il y en a partout en France. À Limoges, c'est l'eau de l'aquarium qui est désormais réutilisée par les jardiniers de la ville, comme vous le voyez sur ces images de 7 à Limoges. Ce sont ainsi des dizaines de mètres cubes d'eau potable qui sont économisés. Les précisions recueillies par Alain Druot, écoutez. Chez moi, j'ai un aquarium et l'eau de changement d'eau dans l'aquarium, je ne jette jamais. Je m'en sers pour arroser mon potager, mes plantes d'intérieur, parce que c'est une eau qui est très très bonne. Elle est chauffée, elle est déchlorée. Elle est remplie de phosphate et de nitrate, donc d'engrais pour les plantes. Et donc j'ai été rencontrer la ville de Limoges en disant écoutez, nous on change de l'eau, nos bassins d'eau douce régulièrement, c'est à une heure très précise tous les jours. Est-ce que ça vous intéresserait pas qu'on fasse un test pour récupérer cette eau-là, pour arroser les parterres de la ville plutôt qu'utiliser de l'eau de conduite potable? Toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc l'année dernière c'était les piscines où on nous a dit de l'eau qui est jetée à l'égout, on pourrait la réutiliser. Cette année on a fait des émules avec l'aquarium qui a eu cette idée-là, qui nous a dit également nous on jette de l'eau, on pourrait la réutiliser. Le reste de l'actualité marquée, vous le savez, ces dernières semaines par la hausse des agressions et des menaces à l'encontre des maires de France. Dans le Tarn et Garonne, le harcèlement et les menaces de mort visant un élu ont poussé, comme vous le constatez sur ces images de nos partenaires de la Dépêche du Midi, élus et habitants à se rassembler pour manifester leur soutien à l'édile. Réaction au micro de Manon Van Overbeek.
Ce rassemblement me fait très plaisir parce que c'est vrai que je vis des moments très difficiles depuis 3 ans, surtout dernièrement suite à 2 vidéos qui m'ont été adressées personnellement à m'attaquer. Et aujourd'hui, que je sois avec tous ces élus autour de moi pour me soutenir, oui, c'est très important. Pour moi personnellement, mais je le prends aussi pour la commune et je le prends aussi pour notre démocratie. Nous nous mobilisons, les élus, pour dire ça suffit. Ça suffit, on peut ne pas être d'accord, mais en démocratie, on peut échanger, on peut s'engueuler, mais on doit se respecter. Le maire de Montjoie a été agressé par l'extrême droite, le maire de Toulouse par l'extrême gauche. Donc oui, ça suffit. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, il faut agir. Voilà, et puis à noter dans le prochain Territoire de France, une interview d'Arès Youssef, l'ancien conseiller de la présidence ukrainienne et créateur de la fondation Gaïa pour l'écologie. Il sera l'invité exceptionnel du prochain numéro diffusé sur TV5 Monde. Regardez un extrait de l'entretien qu'il a accordé à Tom Benoît, le directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Vous qui êtes ukrainien, est-ce que vous avez été influencé par le soviétisme et par le régime politique communiste ? Oui, bien sûr. Cela m'a affecté. Je faisais partie du monde des affaires. J'étais dans l'économie et je comprenais et ressentais les processus économiques. Ce que j'ai découvert dès le début et qui m'a surpris, c'est le pourquoi l'énergie n'a-t-elle pas sa définition en économie ? Pourquoi l'énergie est-elle un produit à vendre alors que c'est la matière qui fait tout avancer ? Voilà, l'entretien entre Arès Youssef et Tom Benoît sera à découvrir sur TV5 Monde. Aussi, dès à présent, vous pouvez lire le dernier ouvrage d'Arès Youssef publié chez NBE Éditions, un pamphlet à propos des rouages du système financier et de l'énergie. Tout à fait autre chose, protéger le milieu marin en contribuant à sa dépollution grâce à la collecte de déchets ou d'engins de pêche abandonnés. C'est l'objectif de la BIM en Martinique. La brigade d'intervention maritime, c'est son nom, créée en 2017, agit à l'aide de signalements et peut s'appuyer notamment sur l'engagement de plongeurs bénévoles. Jean-Marc Quarteron pour Via TV a suivi l'une de ces interventions. Regardez. Dernière vérification, le filet abandonné est solidement arrimé au cordage. Avant de le remonter à bord, l'effort est collectif. Dans les mailles, un petit poulpe, ce crabe et un hippocampe ont pu être remis à l'eau. Aujourd'hui, on a récupéré pas mal de faune dans le filet et de flore aussi, notamment puisqu'il était posé sur un herbier, le filet. C'est tout le temps le choc de voir à quel point en fait, la biodiversité marine peut être impactée par les déchets. Une véritable opération de sauvetage quand on sait qu'un filet à l'abandon peut être mortel pour de nombreuses espèces. Les filets abandonnés comme ça va vraiment amasser énormément de biomasse parce qu'en fait ça va faire un peu comme l'équivalent d'un récif. Les poissons vont vouloir s'agréger autour, sauf que souvent ils vont se prendre dans le filet, s'emmêler et finir par mourir. Et ça va être aussi plein d'autres types de vie qu'on va trouver dedans, donc que ce soit des coquillages, crustacés, mollusques, on a pu retrouver des poulpes notamment. Une opération menée avec les plongeurs du club militaire. Depuis qu'il est à la retraite, Olivier participe activement au nettoyage des fonds marins. Un engagement naturel, selon lui. En tant que plongeur, on est bien content d'avoir ce genre d'association pour nous aider à évoluer dans un milieu plus propre. Même si on sait que ça reste une petite goutte d'eau, on en a encore quelques kilomètres de filet à retirer, mais bon, c'est déjà pas mal. Après, l'armée s'implique aussi au sein de ce genre d'opération. Pourquoi ? Tout simplement parce que on se doit de participer au sauvetage de la vie naturelle de notre île. La brigade d'intervention maritime s'engage pour la dépollution des fonds marins de la Martinique. En 2 mois, 23 gros déchets et engins de pêche perdus ont été signalés. Et ils sont aussi l'un des symboles d'une biodiversité menacée par les activités humaines. Les hérissons sont souvent les victimes malheureuses des voitures, des activités de jardinage ou autres clôtures. Une réalité mortelle pour eux contre laquelle des citoyens ont décidé de se mobiliser en Bretagne. Entre soins et sensibilisation au bord de la route, un reportage de Raphaël Tondrio-Gauthier et de Capucine Colin-Guyochin pour la chaîne TVR. Regardez.
Ce sont les premiers du genre. Ces 2 panneaux de sensibilisation ont été installés la semaine dernière sur cet axe particulièrement fréquenté de Bru. Dans les 2 sens de circulation, ouais. À l'origine, l'idée vient d'Isabelle Lemoine. Bénévole de l'association Boule Épique depuis 6 ans, elle prend en charge les hérissons blessés durant une quinzaine de jours avant de les remettre en liberté sur cette zone qui se trouve à proximité de la route. J'ai constaté que des hérissons se faisaient écraser devant chez moi. 6 en l'espace de 15 jours, je me suis dit qu'il y avait un intérêt en fait à peut-être installer des panneaux. La mairie lui a accordé. Sorti d'hibernation au début du printemps, le hérisson n'a jamais été aussi vulnérable. Dans son centre de soins à proximité de Rennes, Claude recueille les animaux les plus abîmés. Il est le seul agréé en Ille-et-Vilaine. Donc c'est un hérisson qui a un problème, il a perdu ses piquants. L'animal ne peut donc plus se protéger. Il faut attendre que ses pics reviennent avant un retour à la vie sauvage. 1,40 kg. Même s'il a l'air de bien s'acclimater. Ce qui est trop. En fait, elle est au régime, on la met au régime. Dans ces cages, une vingtaine de petits. La plupart est orphelins, tous trop jeunes pour l'extérieur. Voiture, jardinage, claustrat, ces risques sont de plus en plus présents dans la vie de ces animaux. Je crois que t'as plus faim là, hein ? Les soigner, c'est devenu une vocation pour Claude depuis une dizaine d'années. Cet ancien bénévole de la Ligue de protection des oiseaux est parti d'un constat. J'étais surpris qu'on recevait quasiment pas d'appels pour les hérissons. Or, dans les centres de soins, en mammifères, c'est le mammifère qu'on reçoit le plus. Donc il y avait un besoin. Et aujourd'hui, le hérisson, c'est combien de temps de votre vie ? 7 jours sur 7. Une passion qui lui a permis de sauver 90 hérissons cette année. Pour ce petit, c'est bientôt la fin des soins sur sa patte abîmée. Tu vas revenir dans ta cage ? Mais il faut encore un peu de patience avant de retrouver sa liberté. Pour toi, c'est la nuit. Voilà, et prudence donc lorsque vous roulez à 2 ou à 4 roues. Automobile encore dans ce journal, venir entretenir sa voiture ou sa moto pour le plaisir. C'est le concept original du Méca Club, récemment installé dans le Val d'Oise. Les passionnés de mécanique peuvent ainsi venir utiliser les 1300 m² d'atelier comme une salle de sport grâce à une formule d'abonnement. Cette enseigne unique en France a déjà fait plus de 200 adeptes. Les détails avec la rédaction de Via 95, regardez. Être abonné à un club de mécanique comme à une salle de sport, c'est le concept unique en France du Méca Club. Avec ses 15 box tout équipés, installés dans un atelier géant de 1300 m², les passionnés de mécanique peuvent venir entretenir leur voiture ou leur moto toute l'année. Vous prenez un abonnement, vous avez accès à une partie de l'atelier en illimité, du mardi au dimanche de 10h à 20h. Donc tout ce qui est machine à pneus, équilibreuse, bande géométrie, valise diagnostic, espace de travail partagé, ça c'est illimité. Et puis il n'y a que les heures de pont qui sont soumises à organisation. Et donc pour ça on a différentes formules avec plus ou moins d'heures de pont à consommer dans l'année. Et ça permet de répondre à tout type de projet, que ce soit des petites réparations, des grosses réparations, de la restauration de véhicules, de la préparation de véhicules pour le circuit. Voilà, on est capable de tout faire. Pour moins de 30 € par mois pour une voiture et 20 € pour une moto, le Méca Club est surtout un lieu d'échange et de partage autour de la mécanique, destiné à tous les passionnés, quel que soit leur niveau. 90% de nos clients, c'est des novices. Pour la plupart, ils n'ont même jamais encore monté un véhicule sur un pont. Donc on leur apprend à mettre déjà un véhicule sur un pont en sécurité et ensuite de faire des vidanges, des plaquettes. L'autre niveau, c'est les pneus, la géométrie. Et puis on avance comme ça, step by step. Comme dans une salle de sport, on a des coachs, donc ils sont 4, et du coup, ça permet de les accompagner dans tout ce qui est ensuite distribution, voilà, embrayage. Voilà. Le but, il suffit d'avoir l'envie, et ensuite, c'est du temps, de la patience, et puis du plaisir, en fin de compte, tout simplement. Venir au Méca Club pour le plaisir, c'est le cas de Thierry, un ancien mécanicien auto. Tout le monde se donne un petit peu des ficelles, hein. On ne connaît pas spécialement toutes les voitures par cœur, donc il y a toujours des gens qui ont rencontré des galères et qui connaissent, quoi. Donc tout le monde s'échange et puis voilà, on se fait des petits repas de temps en temps entre nous, voilà, c'est sympa. Avec plus de 200 membres ici à Saint-Ouen-l'Aumône, le concept de self-garage connecté est en plein boom. Anthony souhaite lancer 2 nouveaux projets de Méca Club dans le sud francilien et à Bordeaux.
Voilà, et c'est certains des lecteurs attentifs d'Auto Plus. Cette année, le magazine fête ses 35 ans. L'hebdomadaire, reconnu pour la fiabilité de ses tests auto et de son impertinence, lance cet été une série qui sera très utile pour ceux qui vont prendre la route des vacances. Un sujet anniversaire, au fond, de Christophe Rigaud. Regardez. 35 ans, c'est l'âge de la maturité pour le magazine Auto Plus. Depuis 1988, l'hebdo bien connu des automobilistes s'est fait une place dans le monde de la presse auto. La recette du succès d'Auto Plus, se mettre à la place du conducteur. Et il n'y a pas longtemps, une des grandes questions quand il y a eu la flambée des prix, c'était de savoir si on pouvait mettre de l'E85, en mettre plus, en mettre moins. Il faut sentir le pouls de l'automobiliste, il faut être automobiliste pour ça, tout simplement. Et puis, l'avantage, c'est que nous, on va se poser la question lambda, on n'a pas forcément la réponse, mais on a les outils pour le savoir, on a le temps pour chercher. Donc, on va se poser les mêmes questions que tout le monde, et on va chercher à avoir des réponses pratiques, on a des spécialistes pour ça, on a des instruments de mesure pour ça, ce qui va pouvoir permettre de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, même les plus bêtes, et c'est important. L'autre spécialité d'Auto Plus, ce sont les essais, réalisés chaque semaine par le labo du magazine installé à Montlhéry. 400 voitures sont testées chaque année par un expert maison. Si vous vous fiez à un constructeur, non seulement les chiffres sont souvent pipés, mais le problème aussi, c'est que vous ne savez pas à quel point ils seront embellis. Donc ils sont très durs à comparer entre eux. Les nôtres sont évidemment comparables entre eux, puisqu'on a des protocoles de test qui sont toujours le même. Il y a une vraie approche scientifique par rapport à ça. L'idée, c'est d'être un outil pour l'automobiliste, pour qu'il puisse faire son choix, que ce soit en neuf ou en occasion d'ailleurs. Toujours plus près des automobilistes, l'hebdo lance cet été une grande série pour trouver tous les bons plans pour bien manger sur la route des vacances aux abords des autoroutes. Une bonne raison pour vous rendre dans le kiosque le plus proche avant de prendre la route. Voilà, il vit avec sa femme et ses 4 enfants dans un cimetière. Depuis 2018, Benoît Gallo est le conservateur du cimetière le plus connu au monde, celui du Père-Lachaise à Paris. Un métier original, fait de silence, qu'il raconte notamment dans son livre « La vie secrète d'un cimetière » et aussi sur son compte Instagram. La rédaction de 20 Minutes TV a voulu en savoir un peu plus et s'est rendue à sa rencontre, propos recueillis par Thomas Barito. Depuis 2018, je suis conservateur du cimetière du Père-Lachaise. Mes missions consistent de gérer le personnel qui y travaille. Plus de 80 personnes veillent à l'entretien du cimetière et à l'accueil des usagers. Et moi, en particulier, ma tâche est de reprendre des concessions à l'abandon et de délivrer de nouvelles concessions funéraires à des familles. Le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand espace vert intramuros de Paris. Il occupe une surface de 43 hectares. Au total, il y a 70 000 tombes et 26 000 cases de columbarium et on évalue à 1 300 000 le nombre de défunts qui reposent au Père-Lachaise. Voilà, et si vous désirez en découvrir un peu plus sur la vie du cimetière parisien, vous pouvez suivre le compte Instagram de Benoît Gallo, La vie au cimetière. Sans transition dans ce journal, partons désormais en Moselle pour faire la rencontre d'Alex et de Rio. Le premier est un jeune garçon sourd, le second un chien fidèle et compagnon de vie. Axel est le seul enfant atteint de surdité en France à bénéficier de ce dispositif, que ce soit à l'école, dans la rue ou à la maison. Les deux sont devenus inséparables, comme a pu le constater Lucie Philippot pour Moselle TV. Lui, c'est Axel, et lui, Rio. Inséparables, ils suivent un cours de mathématiques. Sourd de naissance, Axel a le droit d'être accompagné par son ami à 4 pattes. Depuis le 4 mai, ce berger australien se joint à son jeune maître quelques heures par semaine à l'Institut des jeunes sourds de Metz, une adaptation plutôt bien perçue par la direction de l'établissement. Partout, tout le temps, Rio facilite la vie d'Axel et lui permet de créer plus aisément du lien social avec ses camarades. Avant, ils se mettaient à table à jouer aux échecs avec un éducateur. Et là, depuis que Rio est arrivé, ils sont tous ensemble, ils sont groupés. Alors ils viennent voir le chien, une petite caresse de temps en temps, même s'ils n'ont pas le droit. Et Axel est entouré d'amis maintenant, quoi. Entré dans la vie de la famille il y a 6 mois, Rio est ce qu'on appelle un chien écouteur. Il accompagne tous les déplacements du jeune homme de 14 ans et ses réactions servent aussi à avertir Axel en cas d'imprévu ou de danger. Pour cela, Rio doit rester concentré. Alors, lorsqu'il porte son harnais, interdiction de le caresser, il travaille. C'est bien Rio. Dans la rue, dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a un danger, il vient se coller à son maître pour lui signaler qu'il y a un danger, qu'il y a un véhicule qui vient, une trottinette, une voiture.
Et quand il est en intérieur, il va réagir à la sonnette, le téléphone qui sonne. Si on appelle Axel, il va aller le chercher. En France, Axel est le premier jeune sourd à bénéficier d'un compagnon à 4 pattes issu de l'association. Grâce à la qualité de la formation reçue, Rio a même été décoré du titre de chien héros à Paris par la centrale canine. Chaque jour, sa présence permet d'améliorer le quotidien de la famille. Axel dormant avec son animal de compagnie, avec son compagnon, nous, ça nous soulage, on peut dormir. On n'est pas obligé de l'accompagner au lit, de dormir avec lui, comme il faisait avant, parce qu'il avait des terrains nocturnes. Là, quand il va se réveiller, il va appeler son chien, il va monter sur le lit avec lui, il va le prendre dans ses bras et il va se rendormir instantanément. Rio travaillera aux côtés d'Axel jusqu'à l'âge de 10 ans, âge légal de sa retraite. Enfin, si l'âge de la retraite canine n'est pas reporté d'ici là. Une belle histoire pour Axel et Rio qui nous conduit désormais dans l'Hérault où était organisée il y a quelques jours, vous le voyez à l'image, une visite viticole inclusive pour sourds et malentendants. Une balade rendue possible évidemment grâce à la présence d'un interprète et en langue des signes. Images et explications récoltées par Justine Barrault pour VA Occitanie. En tant qu'interprète, on entend ce qui est dit en langue française, on le déverbalise, c'est-à-dire qu'on retient simplement le sens qui est dit en français et on va le traduire dans une autre langue, dans la langue des signes française. Et parfois, forcément, il y a des signes qu'on n'a pas et des mots qui n'ont pas leur équivalent en langue des signes. Et donc, on est un petit peu obligé de soit le traduire avec une périphrase, soit l'épeler tout simplement. Allez, restons au soleil, dans les vignes, dans ce journal, pour découvrir une tendance qui n'en est presque plus une, tant elle se confirme chaque année. À l'heure de l'été, le succès du rosé est sans partage sur les autres vins. Une réalité à laquelle n'échappent pas les vignerons bordelais. Exemple dans la coopérative Tutiac qui a anticipé le phénomène depuis une dizaine d'années. Désormais, la moitié de la production est consacrée au vin frais. Un pari payant puisque les bouteilles bordelaises rivalisent avec les rosés de Provence. Et détails d'Yvan Branchi pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Le millésime 2023 est prometteur quand on voit la sortie de vendange qu'il peut y avoir. Espérons que tous ces raisins deviennent bien rouges. Du raisin, beaucoup de raisins. C'est l'un des secrets de sa réussite. Au niveau de la taille, on va augmenter un petit peu le nombre de boutons pour avoir un petit peu plus de quantité, parce que pour faire du rosé, on a besoin de plus de jus. Ça permettra d'avoir plus de raisins sur la vigne. 5400 hectares de vignes que les 500 vignerons de cette coopérative surveillent de très près pour produire leur rosé. Donc on incorpore la vendange dans les pressoirs, on presse et ça permet d'extraire des arômes qu'on n'a peut-être pas forcément justement quand on fait des rosés de macération en cuve. Cette technique, similaire au rosé provençal, s'est affinée au fil du temps, car ici, on produit du vin de toutes les couleurs depuis bientôt 50 ans. Mais aujourd'hui, c'est le vin frais et surtout le rosé qui a la cote. Sur les 10 dernières années, on a multiplié par 10 le nombre de cols. Et aujourd'hui, on arrive à 40 000 hectos de production. Une réussite commerciale devenue il y a quelques semaines consécration nationale lors d'une dégustation à l'aveugle organisée par la Revue du vin de France. Ils ont été relativement surpris parce qu'en fait, dans le top 5, un Bordeaux rosé est apparu. Et donc au milieu de rosés qui se vendent à peu près une vingtaine d'euros, il y a un rosé de Bordeaux qui vaut moins de 6 euros. Sur les 28 bouteilles dégustées, 3 autres rosés bordelais ont été plébiscités, dont un qui finit ex aequo avec le rosé Miraval, le célèbre domaine de l'acteur Brad Pitt. Alors pour le 50e anniversaire des vignerons de Tutiac, l'invitation est lancée. Allez, du rosé au rose, on referme cette édition à la découverte d'un métier aussi passionnant que méconnu, celui d'obtenteur de roses. Une profession parfumée qui réclame patience et croisement et que nous fait découvrir Lina Bradedine pour Télé Grenoble. Regardez. Elles ont vêtu leur plus belle robe, c'est leur façon à elles de piquer notre curiosité. Mais avant cela, il faut les faire naître. Au Grand Lens, la roseraie Félix donne la vie aux roses en les accouplant. Donc j'enlève les pétales, hop, comme ça. Et après, le principe c'est d'enlever tout le pollen qui se trouve autour des pistils. C'est un travail très minutieux qu'Anne-Lise doit réaliser de fleur en fleur. Voilà, donc là il ne reste plus que le pistil. Et après on vient mettre du pollen d'un autre rosier sur ce pistil. Et après il y a un nouveau fruit
Et il faut que le fruit vienne à maturité pour faire des graines. Et là, on met bien une étiquette avec un numéro pour se rappeler de quelle combinaison c'est, pour savoir le père et la mère. Chaque combinaison est réfléchie à partir de 2 fleurs avec des caractères intéressants, car l'hybridation est complexe et imprévisible. C'est pas parce que la maman est rouge et le papa est rouge qu'on va avoir des bébés rouges. Obtenteur de roses est un métier rare et un métier d'art. Ici, ils effectuent 3000 croisements chaque année pour finalement ne garder qu'une seule variété. Et il faut 8 ans entre la fécondation et la sélection ultime pour voir peut-être un jour éclore la rose de ses rêves. Mon Graal, depuis que j'ai commencé en 2006, c'est de trouver une rose orange à grandes fleurs parfumée qui soit suffisamment résistante pour qu'on puisse l'utiliser dans le paysage ou dans les jardins d'amateurs, mais sans s'en occuper, sans beaucoup la tailler et surtout sans la traiter, puisqu'un rosier doit pouvoir pousser tout seul. Et en attendant de voir ses rêves fleurir, la roseraie Félix continuera d'œuvrer en toute humilité, car soumise aux lois de la nature. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.